Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis ravi d'être présent parmi vous aujourd'hui. Je remercie Madame la rectrice, Monsieur le recteur pour l'invitation à cette journée de l'innovation, un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je précise que mon intervention de ce matin n'est pas vraiment au titre du conseil scientifique, mais plutôt en tant que chercheur en sciences cognitives, qui travaille aussi sur l'éducation et qui s'efforce de transmettre un petit peu ce qu'il connaît. Et donc, je vais essayer de démarrer tout simplement à partir des questions que se posent les enseignants. Quelles sont les grandes questions que se posent les enseignants? Selon moi, il y en a deux grandes catégories. La première catégorie de questions, c'est comment fonctionnent les élèves, indispensable à savoir pour tous les enseignants, ce qui se décline en plusieurs sous-questions. Comment apprennent les élèves? Dans quelles conditions ils apprennent? Quels sont les facteurs qui peuvent entraver leurs apprentissages? Qu'est-ce qui motive les élèves? Qu'est-ce qui influence leur comportement? Tout ça sont des questions essentielles. Deuxième catégorie de questions, tout aussi essentielles, comment bien enseigner? Ben oui, comment est-ce qu'il faut enseigner pour que les enfants apprennent, pour que tous les enfants apprennent, et pas seulement quelques-uns, pour qu'ils soient motivés, pour qu'ils se comportent bien? Là aussi, ce sont des questions que tous les enseignants se posent. Et donc, je vais essayer de développer ma réflexion dans le but d'essayer de répondre autant que possible à ces deux grandes catégories de questions. Donc la question subsidiaire, c'est, bon, mais alors quelles sont les sources de connaissances dans lesquelles on peut essayer de puiser des réponses à ces questions? Et là, évidemment, il y a toute une gamme de réponses. Est-ce que l'avis de votre collègue ou de votre formateur, c'est une bonne source? Est-ce qu'il faut lire la philosophie? Est-ce qu'il faut lire les sciences de l'éducation, la psychologie, les neurosciences? Ben écoutez, on va démarrer par les neurosciences, puisque, comme vous le savez, c'est un sujet un petit peu à la mode. Tout le monde s'en réclame aujourd'hui. Et donc, on va commencer par aller regarder du côté des neurosciences, si c'est de ce côté-là qu'on va trouver des réponses à nos questions. Et donc, je dévoile un tout petit peu ma conclusion. Mon avis est que non, c'est pas par là qu'il faut regarder. Mais ça mérite d'être explicité quand même, parce que c'est tellement à la mode. Alors, prenons un premier sujet. Le truc qui revient souvent quand on parle de neurosciences en éducation, c'est l'idée de la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est le fait que pendant qu'on apprend quelque chose ou qu'on modifie un comportement, eh bien, il y a des modifications qui se passent dans notre cerveau. Et ces modifications, eh bien, on peut les voir. Et donc, tout ça, ça découle du fait que les humains sont capables d'apprendre et ils sont capables de changer. D'accord? Bon, mais ça, on le sait depuis longtemps. Depuis aussi longtemps qu'on est capable de poser la question, on sait que les humains sont capables d'apprendre. La seule chose qui a changé, c'est que depuis quelques décennies, on a des méthodologies, comme l'imagerie cérébrale fonctionnelle, qui permettent de visualiser les corrélats cérébraux de ces changements cognitifs. D'accord? Mais ça, en soi, ce n'est pas surprenant. En tout cas, dans la mesure où on a compris que le cerveau, c'est l'organe de la cognition, tout changement cognitif a nécessairement un pendant cérébral. Donc, à partir du moment où on fait ce postulat matérialiste, puisqu'on sait que les êtres humains apprennent, on sait que nécessairement leur cerveau se modifie quand ils apprennent. On le savait peut-être depuis 3000 ans, quand les Égyptiens avaient remarqué qu'une lésion cérébrale pouvait modifier le comportement. On n'avait pas besoin d'attendre l'imagerie cérébrale pour le savoir. Et donc, du coup, finalement, qu'est-ce que ça change de pouvoir visualiser concrètement ces modifications du cerveau? Ça ne change pas grand-chose. Ça nous dit quelque chose qu'on savait déjà, qu'on pouvait prédire avant même de l'avoir observé. Donc oui, on est capable d'apprendre. Oui, le cerveau change pendant ce temps. Et ça ne nous dit rien de plus, en fait. C'est intéressant, évidemment, pour les chercheurs comme moi qui font aussi des neurosciences. C'est très intéressant de savoir quels sont les corrélats cérébraux des apprentissages. C'est de la recherche scientifique fondamentale. Mais ça n'informe pas en retour fondamentalement les enseignants qui, eux, sont intéressés par les apprentissages eux-mêmes. Alors, l'utilisation des neurosciences dans le discours pédagogique peut avoir certains inconvénients. Il y a un certain nombre d'études aujourd'hui qui documentent le fait que les méthodes, les images des neurosciences font passer des messages plus facilement, parfois même un peu trop facilement. Vous voyez, dans cette expérience, on faisait lire aux participants des courts articles de vulgarisation scientifique, des faux articles de vulgarisation scientifique. Dans l'exemple qui est montré ici, le message, c'était le fait de regarder la télévision améliore les compétences en arithmétique.
Et il y avait tout un petit laïus sur des chercheurs ont montré que lorsqu'on regarde la télévision, ça améliore les compétences en arithmétique. Et on le sait parce que les activations cérébrales à l'IRM fonctionnel sont les mêmes quand on fait de l'arithmétique et quand on regarde la télé. Ça, c'était l'argument. Bon, je ne sais pas si vous le trouvez très convaincant. Et à partir de là, il y avait 2 groupes de participants. Il y avait même 3 groupes de participants. Un groupe de participants, on ne faisait que leur présenter le texte avec cet argument. Un deuxième groupe de participants, on leur présentait le texte plus ce graphique en barre qui montre que l'activation du lobe temporal pendant le visionnage de la télé est la même que l'activation du même lobe temporal pendant les activités arithmétiques. Et puis un troisième groupe de participants auxquels on montrait ces images de cerveau où on leur disait, ben voilà les activations cérébrales pendant qu'on regarde la télé et les activations cérébrales pendant qu'on fait de l'arithmétique. Vous voyez, c'est pareil. Trois groupes de participants, et à la fin, on leur demandait d'évaluer la crédibilité de l'argument de l'article scientifique qu'ils avaient lu. Et puis on répétait ça pour plusieurs articles. Et les résultats sont les suivants. Les cotations de crédibilité de l'argumentaire sont ici. Et donc vous voyez, elles sont à un certain niveau pour le groupe contrôle qui n'avait ni graphique en barre ni cerveau. Elles sont au même niveau pour ceux qui ont vu le graphique en barre. Et puis pour ceux qui ont vu les images du cerveau, la crédibilité augmente. Exactement le même texte, exactement le même argument, on a juste collé une image du cerveau à côté. Donc vous voyez, on a une espèce de phénomène que certains ont appelé le neuro-enchantement, qu'on pourrait reformuler comme crédulité induite spécifiquement par les images ou le langage ou les méthodes des neurosciences. Vous voyez, il y a là un phénomène intéressant qui suggère de se méfier quand même un tout petit peu. Un autre exemple qui a été fait par un de mes collègues à Montréal était une expérience qu'il a faite sur un groupe de ses étudiants qui consistait à leur faire en gros un tour de magie mentaliste, c'est-à-dire on leur fait piocher une carte dans un paquet, vous la regardez, vous êtes le seul à la regarder, vous la remettez dans le paquet, vous êtes le seul à l'avoir vue, vous la gardez bien en tête, et maintenant on vous met dans un tout nouvel appareil d'imagerie cérébrale qui lit ce que vous avez dans la tête. Voilà l'appareil d'imagerie cérébrale, c'était un faux appareil d'imagerie cérébrale bricolé à l'aide d'un séchoir de salon de coiffure. Et donc on mettait la personne dans ce faux appareil d'imagerie cérébrale et on leur disait « Pensez bien à la carte que vous avez vue et notre super nouvel appareil, il va la deviner. » Et après on leur dit « Venez voir sur l'écran » et paf, la carte apparaît. Et c'était la carte qu'avait choisi le sujet. Alors ce que le sujet ne savait pas, c'est que mon collègue Amir Raz, il n'est pas seulement chercheur en neurosciences, il est aussi magicien professionnel. Et donc, il avait fait son petit tour de prestidigitation. Évidemment, il avait connaissance de la carte choisie par le sujet. C'est ça qui lui permet d'afficher la bonne. Et donc, on vous fait ce tour de magie dans un contexte normal, dans une salle de spectacle, et on vous dit à la fin, est-ce que vous croyez vraiment que le magicien, il a lu dans vos pensées? Vous allez dire non, il y a un truc. Bon, les étudiants, pareil, ils devraient dire aussi, il y a un truc. Mais ce qu'ont montré ses collègues, c'est que le fait de les mettre dans ce contexte d'imagerie cérébrale et de leur dire avec ce nouvel appareil on arrive à lire dans vos pensées, ils jugent la télépathie plus plausible en quelque sorte. Ils jugent plus crédible l'idée que cet appareil a deviné dans leurs pensées la carte qu'ils ont choisie que si on leur fait dans un contexte de spectacle. Donc vous voyez là aussi il y a ce phénomène de neuro-enchantement. Alors partant de là, il y a aussi eu beaucoup de critiques de cette idée que les neurosciences pourraient avoir des applications directes à l'éducation. En fait, ça a démarré aux États-Unis avec le philosophe John Brewer en 1997. Donc vous voyez, ça fait déjà plus de 20 ans qu'il y a des gens qui se disent « Non mais écoutez, ça ne tient pas cette histoire. Les neurosciences sont trop éloignées des questions des enseignants pour pouvoir avoir un impact direct. » Mais bon, c'est un débat qui continue à rebondir, etc. Il y en a même qui en ont fait des livres. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très discuté parmi les chercheurs en neurosciences, en psychologie, en philosophie. Un des articles les plus édifiants a été fait par un collègue, un psychologue anglais, Jeff Bowers, qui en a fait tout un article qui a suscité tout un débat. Il a fait une espèce de typologie des problèmes des neurosciences appliquées à l'éducation. Il a une première catégorie, c'est de dire on
on promeut cette idée avec des justifications triviales. Par exemple, la plasticité cérébrale montre que les humains peuvent apprendre à tout âge. Non, on savait déjà depuis 2000 ans que les humains pouvaient apprendre à tout âge, on n'avait pas besoin de l'imagerie cérébrale pour ça. Des justifications trompeuses. Les neurosciences montrent que plus on est jeune, plus facilement on apprend les langues étrangères. Mais non, ça aussi on le savait déjà avant les neurosciences. Il suffit d'observer les enfants qui apprennent des langues à divers âges. Des applications non légitimes à l'enseignement. Par exemple, dire les méthodes globales impliquent l'hémisphère droit plutôt que l'hémisphère gauche, par conséquent, elles sont nuisibles au cerveau. Oui, mais c'est pas ça qui dit quelle est la méthode la plus efficace. Il faut tester si les élèves lisent mieux ou moins bien avec telle ou telle méthode, si on veut le savoir. C'est pas dans l'IRM qu'on l'apprend. Des applications erronées à l'enseignement, comme l'imagerie cérébrale montre quelles fonctions doivent être rééduquées chez les enfants dyslexiques. Non, elle peut montrer quelles régions du cerveau sont différentes chez les enfants dyslexiques, mais quelles sont les fonctions cognitives qui doivent être rééduquées, c'est la psychologie cognitive qui peut en parler. Ou encore des applications erronées à l'évaluation des pratiques, comme l'imagerie cérébrale montre que tel programme de rééducation marche. Non, on sait qu'un programme de rééducation marche si les élèves ils apprennent mieux à la fin. Et ce n'est pas l'imagerie cérébrale qui peut le dire. Donc vous voyez, il y a toute une série d'arguments fallacieux finalement qui peuvent être utilisés pour soutenir l'idée que les neurosciences ont quelque chose à dire, alors que finalement, elles n'ont pas tant que ça à dire. Finalement, si on analyse ce discours de neurosciences de l'éducation, et qu'on voit quels sont les concepts qui sont utilisés, qui sont mis en avant. En tout cas, si vous voulez, il y a plusieurs types de discours de neurosciences de l'éducation. Il y a des discours qui sont vraiment fumeux, et puis il y en a qui sont beaucoup plus sérieux, qui font état de véritables résultats scientifiques, qui ont un véritable intérêt pour les enseignants. Mais quand on regarde ce que sont ces résultats et quels sont les concepts qui sont derrière, ce sont des concepts tels que l'attention, la mémoire de travail, la récompense, la motivation, la métacognition, l'autorégulation, le stress, l'inhibition, la récupération, etc. Je ne les cite pas tous, et la liste pourrait encore être longue. Mais en fait, quand on regarde, mais ça, ce sont des concepts de la psychologie. Ce sont aussi des concepts des neurosciences dans le sens où on en étudie les corrélats cérébraux avec les méthodes des neurosciences aussi, parce que c'est intéressant de comprendre les bases biologiques de la cognition humaine. Mais ce sont avant tout des concepts de la psychologie. Et en fait, les résultats auxquels font référence ces traités sur les neurosciences de l'éducation, ce sont des résultats de la psychologie qui n'utilisent pas nécessairement des méthodes telles que l'imagerie cérébrale. Donc vous voyez, on est en fait en face d'une tentative de promouvoir des résultats de la psychologie qui sont très bien, mais en les déguisant sous la forme de résultats des neurosciences. Et on voit bien pourquoi, parce que ça leur donne un air plus sérieux. Les neurosciences, dans l'imaginaire, ont sans doute une image plus crédible que la psychologie. Et donc, pour faire accepter certains résultats aux enseignants, on a peut-être plus de chance en leur disant « mais regardez, c'est des résultats des neurosciences ». Mais en vérité, c'est une technique à double tranchant, parce que d'un côté, on voit bien que ça suscite de l'enthousiasme chez beaucoup d'enseignants, de leur parler de cerveau, de neurosciences, mais de l'autre, il y a aussi toute une partie des enseignants qui commencent à se rendre compte que oui, mais en fait, l'argument ne tient pas. Ce n'est pas parce qu'on voit ça à l'IRM qu'on sait comment l'élève il apprend mieux. Et donc, il y a aussi une espèce de scepticisme qui est en train de se développer à l'égard de tout discours issu des neurosciences. Donc, c'est peut-être aussi en train de devenir un petit peu contre-productif. Donc, pour résumer cette première partie sur l'apport des neurosciences à l'éducation, les conclusions que je vous propose, c'est de dire que, bon, oui, bien sûr, les neurosciences sont à la mode, elles ont l'air plus solides, plus crédibles que la psychologie et les sciences sociales, et ce n'est pas totalement à tort, puisque, bon, il y a aussi à boire et à manger dans la psychologie et les sciences sociales, mais quand même, il y a un effet pervers qui est que mentionner des concepts cérébraux, montrer des images du cerveau, oui, ça augmente la force de persuasion, y compris pour des messages faux. Et donc ça, c'est quand même très ennuyeux. Et alors du coup, tout le monde veut avoir l'air de faire des neurosciences ou de s'en inspirer, et on rajoute le préfixe neuro un petit peu partout, comme dans neuroéducation. Tout ce qui est psycho, tout ce qui est édu, on en fait du neuro. Et bon, voilà, avec des effets positifs et négatifs. Mais finalement, si on regarde les résultats qui sont strictement des résultats des neurosciences, ceux-là n'ont pas de pertinence directe pour l'éducation. Je termine en reprenant une citation d'un de mes blogueurs préférés, qui était à l'origine en anglais,
qui disait « Les neurosciences vulgarisées traduisent les concepts des neurosciences en langage courant, mais les neurosciences vulgaires déguisent les concepts courants en langage des neurosciences. » Et il suffit de coller neuro à un mot pour le rendre scientifique. Voilà, donc du coup, j'ai un petit peu évacué cette question des neurosciences en disant ça c'est un petit peu une espèce de miroir aux alouettes. Revenons aux questions fondamentales que se posent les enseignants et essayons d'y répondre d'une manière qui évidemment doit être scientifique, mais qui ne passe pas nécessairement par les neurosciences. Donc finalement, si on repart de ces deux grandes questions, comment fonctionnent les élèves, comment bien enseigner, ben, les réponses sont assez simples. Comment fonctionnent les élèves? Il y a une discipline scientifique dont c'est l'objet, le fonctionnement du cerveau, c'est la psychologie. Donc la psychologie, elle sait dire comment fonctionnent les élèves, c'est tout son objet, et comment fonctionnent les êtres humains de manière plus générale. Et puis la deuxième question, comment bien enseigner, ben, c'est l'objet des sciences de l'éducation. Les sciences de l'éducation, c'est les sciences des pratiques pédagogiques. Donc c'est là qu'il faut aller puiser nos réponses. Mais alors évidemment, pas nécessairement n'importe quel résultat en psychologie ou n'importe quel résultat en sciences de l'éducation, parce que ce sont des disciplines qui sont extrêmement diverses, même hétérogènes, qui ont une longue histoire, et elles n'ont pas produit que des bonnes choses. Donc c'est important à partir de là de spécifier, ok, mais qu'est-ce qu'on entend par la psychologie, qu'est-ce qu'on entend par les sciences de l'éducation, quelle est la partie de ces disciplines qui est fiable et sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer pour changer les pratiques. Donc finalement, comment est-ce qu'on peut faire de la psychologie et des sciences de l'éducation de manière scientifique? Eh bien, en appliquant la démarche scientifique usuelle, celle qui est utilisée dans toutes les disciplines scientifiques. C'est la même partout. Hein, la science, c'est pas un truc qui ne concerne que les maths, la physique, la chimie et la biologie. Non, la science, c'est une démarche qui peut s'appliquer dans tous les domaines de la connaissance. Et cette démarche, elle consiste à formuler des hypothèses précises et les hypothèses alternatives. Le monde pourrait être comme ci, ou il pourrait être comme ça, ou il pourrait être encore comme ça. Voilà mes différentes hypothèses. Et formuler des prédictions testables qui découlent de ces hypothèses. Pour voir un petit peu la distinction, mettons des choses concrètes derrière. Donc formuler des hypothèses précises, ça serait par exemple la méthode syllabique enseigne mieux la lecture que la méthode globale. Hypothèse alternative, la méthode globale enseigne la lecture mieux que la méthode syllabique. Ok, voilà, on a deux hypothèses à départager. On en dérive des prédictions testables. Donc les prédictions testables, c'est eh bien, les élèves qui sont exposés à une méthode syllabique pendant un an en cours de CP, ils vont lire mieux à la fin du CP que les élèves qui ont subi une méthode globale pendant la même période. Ça, c'est la prédiction de l'hypothèse A. Et puis l'hypothèse B, elle prédit exactement le contraire. On pourrait avoir une hypothèse C qui dirait qu'il n'y a pas de différence d'efficacité. Donc on a trois prédictions possibles qui vont permettre de départager les hypothèses. Et après, évidemment, la suite de la démarche, c'est qu'il ne faut pas juste formuler les prédictions, il faut y aller et les tester. Les tester dans le monde réel, c'est-à-dire en recueillant des données objectives par l'observation et puis surtout par l'expérimentation. On va voir pourquoi. Et puis une fois qu'on a collecté les données, il ne faut pas s'arrêter là, il faut revenir vers les hypothèses et donc valider ou infirmer les hypothèses, départager entre les hypothèses alternatives qu'on a formulées en fonction des résultats obtenus. Et c'est cette itération permanente entre la formulation d'hypothèses, la collecte de données, et on revient vers les hypothèses, on en formule de nouvelles, on les affine, etc. C'est ça la démarche scientifique. Et vous voyez, ça c'est quelque chose de très général qui peut s'appliquer tout autant en psychologie qu'en neurosciences et tout autant en sciences de l'éducation ou en sociologie qu'en physique théorique. Donc ceci étant précisé, maintenant essayons d'expliciter encore un peu plus la démarche pour le domaine des pratiques pédagogiques. Comment savoir quelles sont les pratiques qui marchent, entre guillemets? Alors évidemment, on peut avoir plusieurs idées de bon sens là-dessus. La première idée de bon sens, c'est de demander aux enseignants. Ce sont les enseignants, les experts des pratiques pédagogiques. Ils les mettent en œuvre, ils voient les effets qu'elles ont sur les élèves, ils doivent bien savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Première idée. Deuxième idée de bon sens, on pourrait aussi demander aux élèves. Les élèves, ce sont eux-mêmes les sujets des apprentissages. Ils savent bien dans quelles conditions ils apprennent bien et dans quelles conditions ils apprennent moins bien. Troisième idée, faire un petit pas en arrière de distanciation et de se dire non, on va quand même mettre un observateur un petit peu plus indépendant au fond de la classe, un chercheur ou un inspecteur qui va observer à la fois les pratiques des enseignants
les résultats des élèves et qui va pouvoir faire le lien entre les deux. Alors voilà, ce sont de bien belles idées, de bon sens, mais malheureusement, on se rend compte qu'elles ne conduisent pas souvent à des résultats très fiables. Pourquoi ? Bon, premièrement, si on demande aux enseignants de parler de leurs propres pratiques ou aux élèves de parler de leurs propres apprentissages, ils parlent de quelque chose qui est subjectif, qui est propre à eux-mêmes, et les impressions subjectives peuvent être trompeuses, à la fois sur ce qu'on est capable d'apprendre et sur ce qu'on est capable d'enseigner. Deuxièmement, il y a la question de la subjectivité qui se pose à un autre niveau, qui est que nous pouvons observer des pratiques, nous pouvons observer des résultats, mais ce que nous allons en voir et ce que nous allons en retenir va être influencé par nos propres croyances sur le sujet. Nous avons tous des croyances a priori sur les pratiques pédagogiques qui font bien apprendre et celles qui font moins bien apprendre. Et ce que nous allons observer va être influencé par ces croyances. Et ça affecte aussi le chercheur ou l'enseignant au fond de la classe, qui lui aussi, ou l'inspecteur au fond de la classe, qui arrive avec ses propres croyances sur les bonnes et les mauvaises pratiques pédagogiques. Et en fonction de ces croyances-là, il va analyser différemment les effets de l'enseignant sur les élèves. Donc on a un petit peu ce problème-là qui est une espèce de biais perceptif. Et puis il y a des problèmes encore plus fondamentaux qui sont des facteurs confondus. Vous voyez, c'est bien d'observer que suite à une certaine pratique pédagogique, les élèves ont l'air de progresser. Oui, mais en fait, ils pourraient progresser pour d'autres raisons que la pratique pédagogique qui est mise en œuvre par l'enseignant. Parce que de toute façon, entre un temps 1 et un temps 2 pendant lequel on met en œuvre une pédagogie, eh bien, il y a du temps qui s'écoule, les élèves y grandissent, leur cerveau mature, ils font de multiples apprentissages dans la classe et en dehors de la classe, et donc à la fin, ils ont progressé toujours. Les élèves progressent toujours sur une période de quelques mois. Et donc, on a l'impression que ça confirme que la pratique pédagogique mise en œuvre est efficace, mais en fait, on ne sait pas si on peut attribuer véritablement ces progrès à cette pratique pédagogique. Et donc, on va devoir utiliser des méthodologies un petit peu plus sophistiquées pour essayer de contrer tous ces problèmes. Donc voilà, des méthodes plus objectives et des méthodes qui contrôlent les facteurs confondus. Alors, si je vous dis tout ça, c'est qu'il y a des biais dans toutes ces méthodes, on le sait très bien et on le sait depuis très longtemps, et la première manière dont on s'en est rendu compte, c'est dans l'histoire de la médecine. Donc je vais faire une petite digression par l'histoire de la médecine et vous parler de la saignée. Donc vous savez, la saignée, c'est cette pratique médicale qui consiste à ouvrir une veine du patient et à laisser s'écouler du sang dans l'espoir que la santé du patient s'améliore. Et donc c'est quelque chose qui a été très répandu depuis les anciens Grecs, mais qui a été aussi pratiqué dans d'autres cultures. Bon, vous le savez que l'efficacité objective de la saignée sur la santé, elle est négative. C'est pas bon de perdre du sang, vous le savez très bien, mais il y a longtemps, il n'y a même pas si longtemps, ils ne le savaient pas. Ils pensaient vraiment que ça pouvait soigner, parce que ça faisait évacuer les humeurs, etc. On a même le premier président des États-Unis, il y a un peu plus d'un siècle, George Washington, 2 siècles, pardon, qui est mort d'un rhume. Il avait un simple rhume, ses médecins l'ont saigné un peu, le rhume s'est infecté, les médecins l'ont saigné beaucoup, et ça n'allait pas mieux, ils l'ont saigné encore un peu, il est mort. Voilà. Et ça se passait tous les jours à cette époque. Vous voyez, c'est ça la saignée. Donc bon, c'est pas très brillant comme histoire, mais ce qui est étonnant, c'est que c'est pratiqué depuis 2000 ans et ça a perduré jusqu'au 19e siècle. Donc ça veut dire que, et c'est quand même étonnant, vous voyez, mettez-vous dans la peau des médecins qui ont pratiqué la saignée. Et chaque médecin, il a vu des centaines de patients au cours de sa carrière, il a pratiqué la saignée sur des centaines de patients au cours de sa carrière, il a observé l'effet de sa propre pratique sur l'état de santé de ses patients, état de santé qui s'est dégradé en général, et malgré tout, ils sont restés convaincus que ça améliorait l'état de santé de leurs patients et que c'était la meilleure chose qu'ils pouvaient faire pour eux. Et ils en sont restés tellement convaincus qu'ils ont transmis cette croyance erronée à la génération suivante de médecins. Et ainsi de suite pendant 2000 ans. Vous vous rendez compte comment c'est possible d'être aveugle à ce point, de ne pas voir qu'on fait du mal à son patient et de continuer à croire mordicus qu'on lui fait du bien.
Alors évidemment, ils n'avaient pas la formation scientifique pointue qu'ils ont aujourd'hui, mais quand même, ils n'étaient pas aveugles, ils n'étaient pas idiots, ils auraient dû se rendre compte, mais ils ne se sont pas rendus compte. Alors pourquoi? Donc, on va expliciter pourquoi, mais vous voyez un petit peu où je veux en venir. Finalement, quel enseignement on peut tirer de ça? C'est qu'un clinicien, c'est vrai pour les médecins, mais pour les psychologues, pour les orthophonistes, pour tous les gens qui font des traitements, en fait, un clinicien qui observe l'effet de ses pratiques sur ses propres patients, il voit bien que ça marche, c'est ce qu'il dit en tout cas, bah, il court un grand risque de se leurrer. On peut avoir l'impression qu'on voit bien que ça marche, ça crève les yeux, et en fait on peut se tromper, mais complètement. Et ils l'ont fait pendant 2000 ans. Et bien c'est pareil pour un enseignant. Un enseignant qui met en œuvre des pratiques pédagogiques, qui voit l'effet sur ses élèves, et qui voit bien que ça marche, mais il peut se tromper, mais complètement. Complètement. Donc là, c'est pas une très bonne nouvelle, hein, mais malheureusement, c'est la réalité. Et c'est vrai aussi pour l'inspecteur ou le chercheur au fond de la classe qui croit voir un effet des pratiques sur les élèves, mais lui aussi, il peut se tromper complètement. Donc on a un vrai problème. Alors, mais pourquoi on se trompe? Pourquoi on se leurre comme ça? Ben, parce qu'on est des êtres humains et on est tous victimes d'un certain nombre de biais psychologiques, de biais cognitifs que nous avons par construction de notre cerveau d'être humain, tout simplement. Notamment ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire le fait que les croyances, les attentes que nous avons, eh bien, influencent notre perception. D'accord? À partir du moment où on a une hypothèse dans la tête, on va avoir tendance à remarquer toutes les données qui confortent cette hypothèse et à ignorer toutes les observations qui viendraient à l'encontre. Et donc on observe et on ne fait que se renforcer dans sa croyance initiale. C'est vraiment un biais cognitif commun à tous les êtres humains. On peut pas s'en sortir. On a un phénomène qui se surajoute là-dessus, qui est la mémoire sélective. Quand bien même vous avez vu quelques données qui contredisaient votre croyance, vous allez les oublier plus facilement que les autres. Et puis il y a des problèmes plus fondamentaux qui sont l'impossibilité de déterminer la cause de l'évolution de l'état d'un patient ou des apprentissages d'un élève. On a un autre biais de raisonnement qui est si on voit quelque chose qui se produit dans un certain ordre, il y a un événement A et puis un événement B, eh bien, on a automatiquement en tête l'hypothèse que A a causé B. Hein, la succession de deux événements temporels nous fait immédiatement inférer qu'il y a un lien de cause à effet. Je mets en œuvre une pratique, l'élève apprend, j'en déduis que c'est grâce à moi qu'il a appris. Oui, mais c'est un biais de raisonnement. Parfois, il y a deux événements qui se succèdent et il n'y a pas de lien de causalité entre les deux et on va tirer cette conclusion de manière erronée. Alors qu'en fait, on n'a aucun moyen de déterminer si véritablement il y a un lien de cause à effet entre les deux événements. Parce qu'il y a des hypothèses alternatives. Peut-être que l'élève, il aurait aussi bien appris si vous aviez fait autre chose. Et vous ne pouvez pas le savoir. Le seul moyen de le savoir, ça serait après la première expérience, vous tentez une pratique pédagogique sur un élève où vous voyez qu'il apprend. Ben, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre une machine à remonter le temps, revenir au début, choisir une autre pratique pédagogique et voir s'il aurait appris différemment. Bon, et comparer les deux situations. Malheureusement, on n'a pas de machine à remonter le temps, donc vous voyez bien qu'on ne va pas pouvoir faire ça. C'est très ennuyeux. Et du coup, à défaut de machine à remonter le temps, eh bien, on est obligé de mettre en œuvre d'autres méthodes qui sont un petit peu compliquées et que je vais expliciter. Mais donc, ceci pour vous dire qu'on ne peut pas y échapper à ça. Ce sont des facteurs qui existent chez tous les êtres humains, tout le temps, et quand bien même on en est conscient, on n'y échappe pas. Donc, et finalement, d'une certaine manière, toute la démarche, toute la méthodologie de la recherche scientifique, c'est aussi une tentative de se dégager de nos propres limites cognitives qui découlent de notre cerveau de primate. Donc, ayant fait ce constat, finalement, comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Donc, je l'ai dit, il faut utiliser la démarche scientifique que je vous ai décrite tout à l'heure, formuler des hypothèses, dériver des prédictions, tester ces prédictions. Et donc, dans le cas des hypothèses concernant les pratiques pédagogiques, évidemment, l'hypothèse qu'on teste, hein, on a une méthode, une innovation à tester. Évidemment, l'hypothèse, c'est que les élèves vont progresser et que ces élèves vont progresser du fait de cette pratique pédagogique. Donc, il y a un lien de cause à effet entre la pratique et les progrès. Et c'est ce lien de cause à effet qui va être compliqué à démontrer de manière rigoureuse. Parce que, évidemment, vous observez que les élèves progressent, mais
il y a plein d'hypothèses alternatives qui pourraient expliquer les mêmes observations. Et c'est ça qui est très important dans la démarche scientifique, c'est pas juste de partir bille en tête avec son hypothèse, mais d'avoir aussi en tête les hypothèses alternatives qui pourraient expliquer les mêmes faits. Et se mettre dans une situation qui va permettre de tester aussi les hypothèses alternatives. Si vous êtes capable de les rejeter, alors vous pouvez confirmer votre hypothèse. Donc vous voulez tester l'hypothèse que les élèves ont progressé grâce à vous. Ok. Donc quelles sont les hypothèses alternatives? D'abord, il se pourrait que les observations que vous faites ne correspondent pas au progrès réel de l'élève. Si vous vous contentez de regarder comme ça et dire « Ah ouais, il apprend bien », vous voyez, ce n'est pas une observation très fiable. Donc les impressions subjectives ne suffisent pas. D'abord, il faut commencer par avoir des évaluations objectives du niveau des élèves, hein, bien entendu. Si possible, indépendantes de l'enseignant qui est lui-même juge et partie dans l'intervention. Bon, ça c'est un raffinement méthodologique qui n'est pas toujours possible. Deuxièmement, vous intervenez, vous essayez une pratique pédagogique sur un élève, vous trouvez que ça marche bien sur cet élève, mais bon, peut-être qu'il n'est pas représentatif de tous les élèves, et peut-être que vous avez un bon effet sur cet élève, mais les 10 prochains, ça ne va pas marcher du tout pareil. Donc ça vous montre tout de suite qu'évidemment, faire une expérience sur un élève, ça ne suffit pas. Donc ça conduit à la nécessité de tester vos hypothèses sur des groupes d'élèves les plus importants possibles. Mais typiquement, minimum 40 dans un groupe, c'est le minimum requis pour toute intervention comportementale. Troisième hypothèse alternative, vous observez des progrès sur un grand groupe d'élèves, mais il se pourrait quand même que les progrès de ces élèves soient sans lien causal avec l'intervention que vous avez faite. Parce qu'ils ont progressé juste du fait de leur développement normal, ou parce qu'ils ont fait d'autres apprentissages, ou simplement par un effet placebo, etc. Il y a plein de possibilités. Alors ça, c'est le cas le plus compliqué. Et pour rejeter cette hypothèse alternative, eh bien, on est, à défaut d'avoir la machine à remonter le temps, on est obligé d'avoir un groupe contrôle. D'accord ? Ça ne va pas être les mêmes élèves auxquels on va faire le traitement différent, mais un autre groupe d'élèves. D'accord ? Donc le groupe contrôle, ça peut être une autre pratique pédagogique particulière, ou ça peut être juste l'enseignement habituel tel qu'il était mis en œuvre sans qu'on fasse une démarche expérimentale particulière. Ça, c'est un point clé. Dans toute expérimentation où on va chercher à évaluer si on a un effet, la présence d'un groupe contrôle est absolument indispensable. Sans groupe contrôle, on ne peut jamais rien dire. On observe toujours que les élèves progressent et on ne sait jamais s'ils progressent aussi bien, mieux ou moins bien que si on n'était pas intervenu de cette manière. Seule la comparaison avec un groupe contrôle peut permettre de fournir cet étalonnage. Et puis il se pourrait aussi que les progrès des élèves ils sont bons, mais ils pourraient être encore meilleurs avec une autre pratique pédagogique. Donc au-delà d'un simple groupe contrôle, si on peut comparer avec une autre pratique pédagogique, évidemment, c'est encore mieux. Après, il se pourrait que vous avez plusieurs groupes d'élèves et il se pourrait que les élèves, dans un certain groupe, on a fait une méthode dans une école et une autre méthode dans une autre école, mais peut-être que les élèves de la première école, intrinsèquement, ils étaient meilleurs à la base que les élèves de la deuxième école. Auquel cas, vous observez des différences à la fin, mais elles étaient déjà là au début. Vous voyez, ça expliquerait des différences et ça ne serait pas dû à votre pratique pédagogique. Donc ça, bon, c'est un truc relativement trivial, mais donc ça veut dire qu'à minima, il faut s'assurer que les groupes que l'on compare ne diffèrent pas au départ de l'expérimentation. Et si on le peut, on va randomiser, c'est-à-dire affecter les élèves aléatoirement à une pratique ou à une autre, à un groupe ou à un autre. Ce qui va permettre, avec des grands nombres, de s'assurer qu'il n'y a pas de différence, statistiquement parlant, entre les deux groupes. Et puis, il se pourrait aussi que les progrès que vous observez soient dus à la qualité de l'enseignant plutôt qu'à la méthode qui fait l'objet de l'évaluation. Ça, c'est un cas de figure qui est très compliqué parce que c'est vrai que quand on expérimente des pratiques pédagogiques, eh ben oui, il va y avoir tel enseignant qui va mettre en œuvre telle pratique, tel autre enseignant qui va mettre en œuvre telle autre pratique. Et donc, on a l'effet méthode qui est confondu avec l'effet maître. D'accord ? Et on a du mal à départager les deux. Alors malgré tout, on peut départager les deux, mais ça implique des contraintes méthodologiques supplémentaires. Ça implique de faire l'expérience avec de multiples enseignants, tout un groupe d'enseignants qui fait la méthode A, tout un groupe d'enseignants qui fait la méthode B,
Et là encore, ça peut poser des problèmes si on laisse les enseignants choisir eux-mêmes la méthode à laquelle ils vont participer. Parce que si jamais les meilleurs enseignants choisissent tous la méthode A, ben vous allez avoir des différences qui ne sont pas dues à la méthode, mais qui sont dues à la qualité des enseignants. Donc la meilleure approche, ça serait de randomiser les enseignants dans les groupes de formation aux différentes pratiques. Vous voyez que c'est compliqué, hein. Ce qu'on peut résumer un petit peu par ce graphique finalement, hein. Donc une expérimentation de pratique pédagogique, ça se fait en plusieurs phases. La phase cruciale d'intervention, c'est la période pendant laquelle on va mettre en œuvre les pratiques pédagogiques qui font l'objet de l'évaluation. Et évidemment, il y a toujours au moins 2 groupes qui font l'objet de 2 méthodes ou de 2 pratiques différentes. Et puis évidemment, il y a un pré-test et un post-test. Il faut évaluer quels sont... Donc il faut d'abord définir quelle est la compétence cible que l'on fait l'hypothèse que ces pratiques améliorent et être capable de la mesurer. Et du coup, la mesurer avant l'intervention, c'est le pré-test, et après l'intervention, c'est le post-test. L'allocation des élèves entre les 2 groupes étant faite autant que possible de manière aléatoire. Et à la fin, ayant des évaluations pré-test et post-test, eh bien, on peut faire la comparaison entre le niveau des élèves dans la compétence ciblée avant et après. On va voir que ça progresse la plupart du temps, mais ça ne suffit pas. Ce qui est important, c'est de comparer entre les 2 groupes. Est-ce qu'il y a un groupe dans lequel les élèves ont plus progressé que dans l'autre? Et ça, évidemment, ça se teste par des statistiques. Donc voilà un petit peu la méthodologie. Vous voyez que finalement, on arrive à ce qu'on appelle la méthodologie de l'essai randomisé contrôlé, hein, qui est celui qui est utilisé pour l'évaluation des traitements médicaux, mais aussi pour l'évaluation des psychothérapies, et aussi pour l'évaluation des pratiques pédagogiques, et aussi pour l'évaluation des politiques publiques. Ça sert, c'est un outil universel. Évidemment, c'est une méthodologie qui est très lourde, très compliquée, qui n'est pas facile à mettre en œuvre. Ce n'est pas un enseignant tout seul dans sa classe qui peut dire tout d'un coup, voilà, je vais faire mon essai randomisé contrôlé. C'est vrai, c'est compliqué, c'est contraignant. Mais vous voyez que chaque ingrédient méthodologique de l'essai randomisé contrôlé est justifié par la nécessité de tester une hypothèse alternative qui pourrait expliquer les mêmes observations que vous allez faire à la fin. Et donc si vous enlevez un de ces ingrédients méthodologiques, vous allez vous retrouver à la fin avec des résultats et vous ne saurez pas départager les 2 hypothèses. Donc voilà, il n'y a pas de miracle malheureusement, il n'y a pas de raccourci comme ça vers la connaissance sur l'efficacité des pratiques pédagogiques qu'on pourrait prendre et qui vous rapporterait cette connaissance facilement, rapidement. Non, on est obligé, si on veut vraiment tirer des conclusions fiables, de passer par cette méthodologie. Alors pour autant, est-ce que je vous dis qu'une fois qu'on a les résultats d'un essai randomisé contrôlé, eh bien on a la preuve absolue et définitive de l'efficacité de quelque chose? Ben non, bien sûr, ça serait trop beau. Toute étude, quelle qu'elle soit, elle a toujours des limites, hein. Donc ça, bon, c'est pareil dans toutes les sciences expérimentales, hein. Donc on peut avoir un effectif qui est trop petit, on peut avoir un déséquilibre entre les 2 groupes, on peut avoir un problème de précision de la mesure. Les résultats qu'on obtient, évidemment, peuvent être dépendants au contexte dans lequel on a fait l'expérimentation, et peut-être que ça ne se généralisera pas dans un autre contexte, etc. Bref, une étude unique n'a jamais valeur de preuve définitive, ça vous le savez bien. Par conséquent, et ce qui peut arriver, c'est que la prochaine étude peut tout à fait donner le résultat contraire. Et ça arrive même plus souvent que vous ne le croyez. Autrement dit, il y a nécessité non seulement d'accumuler les études, d'aller au-delà d'une étude, mais d'en faire plusieurs. Et une fois qu'on a tout un ensemble d'études qui portent sur le même objet en main, eh bien, il y a nécessité de déceler les tendances fiables qui peuvent se dégager à travers des études différentes et qui peuvent même parfois avoir des résultats contradictoires. Et cette procédure, ça s'appelle faire des méta-analyses. Une méta-analyse, c'est une procédure statistique qui permet de compiler les résultats de plusieurs études indépendantes et de voir si, quand même, globalement, la majorité d'entre elles vont dans la même direction, et à la fin, ça fournit une preuve convaincante que, globalement, telle pratique est supérieure à telle autre pratique. Alors bon, vous voyez, c'est encore plus compliqué que ce que je vous avais dit. Alors finalement, une fois qu'on a un petit peu détaillé cette méthodologie, on pourrait dire, ok, mais alors maintenant, comment est-ce qu'on pourrait faire, quel pourrait être, essayer de monter encore d'un niveau et de dessiner une démarche un petit peu plus globale qu'on pourrait adopter pour
faire progresser l'enseignement, les pratiques pédagogiques, et finalement, quels devraient être les critères à partir desquels on pourrait dire, bon là maintenant, on a vraiment un ensemble de pratiques, on est sûr que ça marche bien, que ça marche mieux que le reste, on en est suffisamment sûr qu'on peut engager une réforme et modifier la formation des enseignants, etc. Je m'inspire pour ça de la même démarche qu'on suit, par exemple, pour la validation des médicaments. Vous voyez, pour un médicament, ça part au départ d'une idée, hein, tout simplement, d'une hypothèse sur le fait que telle molécule pourrait avoir un effet sur tel aspect de la physiologie et donc pourrait avoir un bénéfice pour tel type de patients qui ont telle maladie. On part de l'hypothèse. Et puis il y a tout un tas d'étapes jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché. D'accord ? Ben là c'est pareil, peut-être on devrait se dire, mais pour les pratiques pédagogiques aussi, entre le concept initial et la mise sur le marché, c'est-à-dire la généralisation dans la formation de tous les enseignants, peut-être on devrait suivre aussi un certain nombre d'étapes obligatoires. Alors je vous fais une petite proposition. Évidemment, ça démarre toujours de manière artisanale. Un enseignant qui a une idée d'une innovation pédagogique, ben, il commence par l'essayer comme ça de manière informelle dans sa classe. C'est pas condamnable de faire ça, c'est forcément la première étape. On essaye, hein, tous les enseignants d'une certaine manière sont des expérimentateurs avec leurs propres élèves. Mais évidemment, ils le font avec la méthodologie qui est immédiatement à leur disposition, c'est-à-dire une évaluation subjective, ou quand même éventuellement ils peuvent mettre eux-mêmes en œuvre un pré-test et un post-test, hein, s'ils le veulent. On incite à proposer des innovations pédagogiques, quelquefois même on finance des recherches-actions, et à la fin on n'évalue pas, ou on évalue peu, ou on n'évalue pas bien. Et ça c'est dramatique, parce que si on n'évalue pas bien, ça veut dire qu'à la fin, on n'a rien appris. On n'est même pas capable de dire quelles sont les innovations qui ont marché et quelles sont les innovations qui n'ont pas marché. Autrement dit, ça ne servait à rien de faire tout ça, si on n'apprend pas quelque chose de fiable à la fin. Donc vous voyez, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que innover c'est bien, mais évaluer c'est indispensable. L'évaluation c'est la condition sine qua non de la capacité à progresser. Parce que si on n'évalue pas, ou si on n'évalue pas bien, on ne sait même pas si on est en train de progresser. Vous voyez ? Donc c'est vraiment la base de tout. Et donc pour moi, donc vous voyez, souvent on est coincé au niveau 2 et 3, et on va rarement au-delà en France. Hein. Et malheureusement, même au niveau 3, on n'est pas encore dans une méthodologie qui permet de tirer une conclusion fiable. Donc pour moi, un rôle que pourrait avoir l'ECARDI, c'est d'aider les enseignants à passer à l'étape 4, de fournir aux enseignants, qui évidemment n'ont pas les bases méthodologiques ni les moyens pour faire ce genre de choses, de leur fournir le support, le cadre, qui leur permet de mettre en œuvre non seulement des innovations, mais l'évaluation qui va avec, qui va permettre de savoir à la fin quelles sont les innovations qui marchent et quelles sont celles qui ne marchent pas. Voilà. Mais quelques réflexions à destination des personnes présentes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'éducation fondée sur des preuves, une espèce de courant intellectuel qui s'est beaucoup développé dans les dernières décennies. Ça vient, donc en anglais, ça se dit evidence-based education, et c'est transposé de la médecine où on a evidence-based medicine. Hein, aujourd'hui, en médecine, évidemment, tous les traitements qui sont mis sur le marché sont passés à cette moulinette, impossible de passer outre. Et vous voyez que dans le domaine de l'éducation, on en est encore loin. Peut-être un mot pour dire que la traduction n'est pas très bonne. Quand on dit éducation fondée sur des preuves, le mot preuve a un sens très fort. On n'est pas dans un domaine où on peut avoir une preuve formelle, définitive de quelque chose. Mais en fait, c'est une mauvaise traduction. En anglais, le mot evidence, c'est pas preuve. C'est plutôt le sens de données factuelles. Et je pense que c'est ça l'exigence raisonnable qu'on peut avoir. C'est de fonder ce qu'on affirme et les pratiques qu'on propose et les réformes qu'on propose, de les fonder au moins sur des données factuelles qui sont fiables, rigoureuses, etc. On n'aura pas la preuve définitive, mais au moins faisons mieux que juste des arguments d'autorité. Alors, peut-être ce concept d'éducation fondée sur les preuves n'est pas totalement accepté, mais il faut quand même se poser la question, mais ok, mais quelles sont les alternatives finalement? Si on ne fonde pas les pratiques pédagogiques sur des données factuelles, mais on va les fonder sur quoi alors? On va les fonder sur des croyances, on va les fonder sur des idéologies,
Vous voyez que ce n'est pas des alternatives très satisfaisantes. La seule chose, notre contact avec le monde réel, ce sont les données factuelles. Donc il faut faire l'effort de les collecter et d'en tenir compte. Donc en fait, ces données factuelles qu'on obtient essentiellement par l'expérimentation, c'est le seul moyen fiable qu'on a pour départager les hypothèses. Alors comme je l'ai dit, c'est très ennuyeux, c'est très casse-pied, c'est lourd, c'est difficile, etc. Mais c'est quand même possible. C'est tellement possible qu'ils le font très bien ailleurs. Et s'ils le font ailleurs, pourquoi on ne pourrait pas le faire en France? Alors, quand même, pour vous montrer à quel point ils savent le faire ailleurs, je vous cite ce livre du chercheur néo-zélandais John Hattie, qui en 2008 a publié ce livre qui s'appelle Visible Learning, que je ne vous conseille pas parce qu'il a été écrit pour des chercheurs, il est très aride, etc. Bon, il a divers problèmes, mais ce n'est pas la question. Il fait une synthèse de toutes les données des études expérimentales en éducation. Et dans ce livre, il fait la synthèse de 800 méta-analyses. Vous savez, les méta-analyses, les études qui compilent les résultats des autres études. Il y a 800 méta-analyses de recherche expérimentale en éducation qui rassemblent les résultats de plus de 50 000 études qui ont été conduites sur plus de 100 millions d'élèves dans plusieurs dizaines de pays. Donc vous voyez, ce n'est pas comme si on ne savait rien dans le domaine de l'éducation. Il y a une masse de données extraordinaires basées sur des études rigoureuses qui existent, avec des sujets sur lesquels on atteint un niveau de preuve aussi haut qu'on puisse l'imaginer, et puis plein d'autres sujets sur lesquels on ne comprend toujours rien. Mais voilà, il y a déjà beaucoup de données. Dans d'autres pays, ils savent faire ce genre de choses, ils savent le systématiser, ils savent impliquer les enseignants dans ce genre de démarche expérimentale. Je vous dis plus de 50 000 études, mais c'était en 2008 tout ça. Et en regardant les bases de données bibliographiques, on peut se rendre compte que le volume de recherche dans ce domaine a doublé depuis, dans les 10 dernières années. Okay, donc on est plus proche de 100 000 études aujourd'hui. Donc ça déjà, ça nous dit qu'il y a déjà des connaissances disponibles qui ont été obtenues par les autres, et peut-être on devrait commencer à les regarder pour améliorer nos pratiques, parce que quand même les élèves australiens et anglais, ils ne sont pas fondamentalement différents des élèves français, dans certaines limites bien entendu. Donc déjà, il y a une masse de connaissances dont on pourrait tirer parti pour améliorer nos pratiques. Et puis, deuxièmement, ce qu'ils font, nous aussi on peut le faire, de manière à vérifier que ce qu'ils ont mis en évidence, ça marche bien aussi pareil en France, et si ça ne marche pas pareil, qu'on le sache, et s'il y a des adaptations au contexte national, régional, local, etc. à faire, et bien qu'on puisse les évaluer aussi. Alors, bon, j'ai prévu de vous montrer un tout petit peu une illustration d'un résultat particulier. Bon, juste à titre d'illustration, parce que ce n'est pas tellement l'objet, mais sur la question d'apprendre à apprendre. Vous savez, maintenant, ça fait partie du socle commun, domaine 2, apprendre à apprendre. Donc les enseignants doivent savoir comment les élèves apprennent, et ils doivent aussi enseigner aux élèves comment apprendre. Hein, c'est ça le domaine 2 du socle commun. Mais encore faut-il qu'ils sachent comment les élèves apprennent, comment apprendre de manière efficace. Là, j'ai ces collègues américains qui ont fait ce sondage dans leur université, auprès des enseignants auprès des étudiants de leur université, pour savoir quelles étaient les méthodes qu'ils utilisaient pour apprendre et pour réviser en vue des examens. Juste un simple sondage des pratiques d'études et de révision. Les pratiques les plus fréquentes, elles sont listées ici. Vous voyez, vous en reconnaissez un certain nombre. Bon, là, c'est décrit en un tout petit nombre de mots. Si vous étiez curieux, il faudrait que j'explicite un petit peu ce qu'il y a derrière chaque pratique. Mais là, on ne va pas le faire, juste pour vous dire que voilà, il y a une grande variété de pratiques d'études et de révision parmi les étudiants. Et que si je prenais le temps de vous demander de voter sur ce que sont les pratiques les plus efficaces pour apprendre, bien, vous auriez des avis très partagés, comme ceux que j'ai obtenus il y a 6 mois, ici même à Dijon, lors de la journée du Léad. Donc vous voyez que les gens qui étaient là, ils avaient des avis assez variés sur les pratiques les plus utilisées, les plus efficaces pour apprendre. Et ce qu'ont constaté ces collègues américains dans leur université, c'est que les techniques qui étaient les plus utilisées par les étudiants avaient une faible efficacité, alors que les techniques qui avaient la meilleure efficacité prouvée sont en fait très peu utilisées par les étudiants. Donc vous voyez, ces pauvres étudiants américains, ils ne sont pas passés par le domaine 2 du socle commun, ils ne savent pas comment apprendre à apprendre. Mais est-ce que nos étudiants français, ils sont mieux lotis? Je n'en suis pas certain. Donc juste pour que vous vérifiez vos intuitions sur le sujet, dans cette liste que je vous ai montrée, les 2 pratiques qui ont la meilleure efficacité, c'est se tester et, deuxièmement, étaler les révisions dans le temps.
D'autres pratiques extrêmement fréquentes parmi les étudiants ont une efficacité à peu près nulle, comme relire plusieurs fois, résumer les contenus d'apprentissage, surligner les passages les plus importants. On voit encore tous ces manuels pleins de jaune partout. Donc là aussi, c'est un domaine dans lequel les intuitions ne sont pas bonnes. On a tous des intuitions sur comment on retient bien et souvent on peut se planter magistralement. C'est vrai pour les étudiants, c'est vrai pour les enseignants. Donc là, il y a quelque chose à apprendre. Je vous montre un exemple d'expérience qui a établi les résultats qui sont derrière ça. Donc, question simple, vous avez un truc à apprendre par cœur en vue d'un examen qui se déroulera 48 heures plus tard. Donc là, c'est un truc tout bête, il y a une liste de 50 mots à apprendre par cœur. Mais évidemment, ça marche pour tout autre contenu. Quelle est la meilleure manière de retenir ces 50 mots par cœur? Vous avez 8 sessions de révision. Donc, ils ont fait l'expérience en plaçant aléatoirement les étudiants dans 3 groupes différents. D'accord? Donc, un premier groupe d'étudiants, on leur a dit, pendant vos 8 séances de révision, vous allez relire 8 fois la liste des 50 mots. Okay? Un autre groupe d'étudiants, on leur a dit, vous allez lire 6 fois la liste des 50 mots et 2 fois, vous vous testez. Autrement dit, dans le cas d'une liste de mots à apprendre par cœur, c'est simplement réciter tous les mots dont vous vous souvenez. D'accord? On ne leur donne pas de retour sur s'ils ont bon ou pas bon. Donc on récite 2 fois et on lit 6 fois. Et dans un troisième groupe, ils ont lu 4 fois et ils ont récité 4 fois. D'accord? Au total, il y a 8 sessions de révision pour chaque groupe. Ils consacrent tous le même temps aux révisions. Ça, c'est constant. Et donc les résultats, c'est que le groupe qui a fait 8 lectures, il se souvient 48 heures plus tard de 17% des mots. Le groupe qui a fait 6 lectures et 2 récitations, il se souvient de 35% des mots. Le groupe qui a fait 4 lectures et 4 récitations, il se souvient de 39% des mots. Donc on a plus que doublé le contenu mémorisé en substituant 4 lectures à 4 tests. 4 tests à 4 lectures. Vous voyez, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de test ou l'effet de récupération en mémoire. C'est un effet majeur. C'est un effet qui généralise à tous les contenus qu'on peut avoir à mémoriser. Là, c'est des mots, c'est arbitraire, ça n'a aucun intérêt pédagogique, mais ça a été mis en œuvre pour des contenus pédagogiques, des leçons d'histoire géo, des théorèmes de maths, tout ce que vous voulez. Ça a été testé en contexte scolaire et ça marche pareil. Je saute la diapo suivante. Ça a été suffisamment testé pour qu'il y ait des dizaines et des centaines d'études sur le sujet et qu'on puisse en faire des méta-analyses. Vous voyez, la méta-analyse publiée en 2014 est résumée les résultats de 61 études et qui comparaient toutes au moins une phase où il n'y avait que de l'étude et une phase où il y avait études et tests. Et le résultat de la méta-analyse, ça arrive sous ces termes statistiques, c'est qu'il y a un avantage d'un demi-écart type en faveur des régimes qui incluent du test par rapport aux régimes qui incluent uniquement de l'étude. Donc, le résultat de cette méta-analyse, c'est de dire oui, l'effet de récupération en mémoire, l'effet de test, il est fiable à travers toutes les études qui ont été faites dans le monde. Il est fiable et il a cette taille-là, bon, qui a un demi-écart type. Si vous ne voyez pas ce que ça veut dire, ce n'est pas très grave. Mais c'est une taille d'effet qui est tout à fait substantielle. Donc là, vous voyez, sur l'effet de récupération en mémoire, c'est-à-dire sur le fait qu'il est plus efficace de se tester. Alors, on l'appelle l'effet de test, mais en fait, la notion de test là-dedans, ça peut être différentes choses. Ça peut être faire l'effort de réciter, ça peut être faire l'effort d'écrire, de rédiger, ça peut être répondre à des questions, des réponses ouvertes courtes, ça peut être répondre à un simple QCM. Toutes ces modalités de test marchent. Ce qui compte, c'est de faire l'effort d'aller récupérer l'information en mémoire. À chaque fois que vous faites l'effort de récupérer une information en mémoire, vous consolidez le chemin par lequel vous récupérez cette information. Et la récupération sera plus facile la prochaine fois. C'est ça le mécanisme sous-jacent. Et donc, peu importe la modalité de récupération. Donc, les conséquences qu'on peut tirer de ça. Donc là, vous voyez, je vous ai montré un résultat de la psychologie expérimentale. J'ai dit, la psychologie, c'est la science des apprentissages. Elle est importante pour les enseignants. Vous voyez en quoi ce résultat peut être important. C'est-à-dire qu'on a un levier majeur pour améliorer la mémorisation potentiellement de tous les contenus scolaires
et la plupart des enfants n'en savent rien, et la plupart des enseignants n'en savent rien. Il est important de connaître ce genre de résultats, de l'enseigner aux élèves, puisque eux-mêmes ils peuvent l'utiliser pour apprendre chez eux, et aussi d'essayer à réfléchir aux pratiques en classe qui pourraient permettre de mieux tirer parti de ce genre d'effet. Peut-être on devrait repenser les évaluations en classe, la manière de faire des tests et des contrôles d'une manière qui capitalise un petit peu mieux sur ce genre d'effet. Et évidemment, on n'en est pas au début de la réflexion, il y a des tas de chercheurs et d'enseignants qui ont déjà beaucoup réfléchi à ça et qui ont testé des manières de le mettre en œuvre. On pourrait en discuter si vous voulez, mais ça serait l'objet d'une autre conférence ou d'un cours complet. Mais vous voyez, c'est un exemple d'un résultat de la psychologie que les enseignants ne peuvent pas se permettre d'ignorer, mais qui n'offre pas non plus clé en main une pratique pédagogique comme ça. Il faut réfléchir à quelle est la meilleure manière d'utiliser ce résultat. Donc, pour conclure cet exposé, j'aurais envie de dire que, bon, enseigner, ce n'est pas une science, c'est une pratique. Mais quand même, c'est une pratique qui doit être fondée sur des connaissances scientifiques. Et il y en a. Des connaissances scientifiques, d'une part, sur le fonctionnement des élèves, ça vient de la psychologie, et d'autre part, sur les pratiques pédagogiques, et ça vient des sciences de l'éducation, ou de la partie des sciences de l'éducation qui évalue ces hypothèses, plutôt que de juste les affirmer. Et puis, si on se pose des questions d'efficacité, et on doit se poser des questions d'efficacité, aucun enseignant ne peut avoir pour objectif d'enseigner inefficacement. Hein, on veut tous que les élèves ils apprennent à la fin quand même. Donc, si on se pose des questions de comment enseigner efficacement, ben, c'est des questions qui admettent une réponse. Et on a une méthodologie qui permet d'obtenir des réponses à ces questions. Et elle n'est pas simple à mettre en œuvre, je vous l'accorde, mais elle existe, elle peut être mise en œuvre, et donc on a tout intérêt à l'utiliser. Même si évidemment il ne s'agit pas de vous cacher que c'est très complexe, que évidemment il y a aussi de multiples facteurs qui entrent en jeu, hein, il n'y a pas que les pratiques du maître, et puis que les résultats de ce genre d'expérimentation peuvent bien sûr dépendre du pays, de la langue, de la culture, du milieu, des élèves. Mais une fois qu'on a dit « Ah ouais, mais il y a tous ces autres facteurs, donc on ne peut rien conclure », si, il y a tous ces autres facteurs, et on peut en étudier l'effet. Dire que les résultats de telle ou telle pratique, ça dépend du milieu socio-économique de l'élève, c'est une hypothèse. Et c'est une hypothèse qui se teste en menant les expérimentations dans différents milieux ou en utilisant le niveau socio-économique de la famille de l'élève comme variable pour vérifier si elle a un effet sur les résultats de l'intervention. Ce sont des hypothèses qui se testent et on peut parfaitement savoir si une pratique pédagogique dépend du milieu social de l'élève ou pas. Et si on voit qu'elle en dépend, on peut aussi proposer des nouvelles adaptations de ces interventions ou de ces pratiques de manière à ce que tous les milieux en bénéficient autant. Vous voyez, dire ça dépend d'autres facteurs, ce n'est pas la fin de l'histoire, ça n'est que le début d'une autre expérimentation. Et donc pour terminer, il existe quand même déjà une quantité très importante d'études expérimentales qui répondent à de nombreuses questions. Donc là, il serait quand même coupable de ne pas en tenir compte. Il est important d'aller regarder ces résultats. Et puis évidemment, elles n'ont pas réponse à tout. Et pour chaque question pour lesquelles les études existantes n'apportent pas de réponse claire, eh bien alors, il faut conduire de nouvelles études expérimentales. Il n'y a pas tellement d'autres solutions pour obtenir des réponses à notre question. Et bon, comme vous le savez, la France souffre d'un déficit criant de telles recherches et donc il faut les encourager. Et on compte tous sur l'Ecardi pour ça. Et donc, selon moi, les enseignants devraient être déjà plus familiers avec les principaux résultats issus de ces recherches, aussi être familiers avec la démarche expérimentale qui permet d'obtenir des réponses fiables, et c'est ce que j'ai essayé de vous faire principalement dans cette conférence. Et puis, évidemment, on doit les encourager à s'impliquer dans de telles recherches. Et pour terminer, je vous donne quelques liens vers des sources, puisque je vous ai dit on doit pas ignorer ces connaissances là où elles existent. Donc quelques livres qui ont été traduits en français. Malheureusement, il y a beaucoup de sources qui ne sont accessibles qu'en anglais. Mais les gens travaillent à des traductions quand même. Donc il y a ces 3 livres qui sont bien par Rediger, Willingham et Hattie, qui ont été traduits en français, que je vous recommande. Il y a des conférences que vous pouvez visionner sur le site du Collège de France, des conférences que j'ai moi-même données sur d'autres sujets. J'ai des articles de blog qui font un petit peu le point. Vous voyez, cette page en particulier fait le point sur les sources fiables que les enseignants peuvent aller regarder s'ils s'intéressent aux résultats de l'éducation fondée sur des preuves. Et
ce qui est tout en haut de mon panthéon de l'éducation fondée sur des preuves, c'est le site de l'Education Endowment Foundation, qui est la fondation britannique, qui est actuellement le plus grand laboratoire de recherche en éducation au monde, qui conduit ces essais randomisés contrôlés par paquet de 12 dans des milliers d'écoles britanniques, qui produit une moisson chaque année de nouveaux résultats et qui fait aussi un effort de synthèse remarquable de tous les résultats scientifiques existants dans le domaine de l'éducation sur son site web, actuellement en anglais, mais sachez qu'on travaille aussi à une traduction en français. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention.